nous continuons d'évoquer la République démocratique du Congo où nous parlions de l'ouverture d'une information judiciaire contre Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle. Alors, Chris Ega, ça veut dire qu'aujourd'hui, au-delà même de cette affaire de passeport falsifié, c'est un prétexte, il faut abattre Moïse Katumbi, mais pourquoi? Non, mais ça c'est clair, parce que celui qui peut faire en sorte que Kabila, d'abord, ne se présente pas, et quand bien même il se présentait, ne passe pas, c'est Katumbi est un poids lourd. Non seulement c'est un richisseur homme d'affaires, et il est très connu, c'est quelqu'un qui possède l'équipe, le tout-puissant Mazembe, et on sait que le foot est très fédérateur, parce que qui tient un pays par le sport, tient pratiquement les urnes. Ça, il faut le dire, parce que Kabila a compris ça très tôt. Il se dit que celui-là qui est très populaire, qui en plus a les moyens pour faire sa politique, celui-là peut lui barrer la route. Et vous voyez très bien que puisque Kabila, visiblement, ne voulant pas quitter le pouvoir, ceux qui sont à même de l'empêcher par les moyens dont il dispose, qui peuvent mobiliser le peuple contre lui, ceux-là, il faut à tout prix les éloigner. Et c'est ce qu'il a fait. Mais ce sur quoi je voudrais intervenir par ailleurs, c'est que je ne comprends pas pourquoi cela est maintenant consommé pratiquement en Afrique chaque fois que les élections sont proches. Ceux qui, entre-temps, étaient avec celui qui est au pouvoir quittent les rangs pour se présenter en Suisse. Mais ce que je voudrais dire est que le passif que le pouvoir que vous quittez la traîne, le passif là vous engage aussi pendant 2 mandats. Et puis avant même ce mandat-là, Katumbi a fait ses affaires avec Kabila, avec Mobutu, avec Kabila père, avec Kabila fils. 2 mandats, il a été gouverneur, il a été député dans le parti de Kabila, et ce n'est qu'à partir de 2017, lorsqu'on devrait organiser une nouvelle élection, se disant que Kabila a épuisé ses 2 mandats, il se dit que c'est son tour. C'est son tour. Qu'est-ce qu'il reprochait à Kabila et qu'il ne lui avait pas reproché lorsqu'il gouvernait avec lui? Ça, c'est un paradoxe que je ne comprends pas. Peut-être que j'aimerais bien avoir l'avis de mon frère David sur le sujet, que ceux avec qui on portait le mandat, que d'un seul coup, on se dit que celui-là, il est mauvais, on lui trouve des défauts, etc. etc. Est-ce que cette façon-là de faire, c'est arrivé récemment au Burkina Faso? David, c'est un débat intéressant que Chris vient d'ouvrir. On voit le cas se poser dans plusieurs pays du continent où des anciens qui étaient dans la barque avec un président donné à l'approche des élections, au Mali par exemple, on voit plusieurs anciens ministres, des premiers ministres qui se portent candidats et se mettent à critiquer le bilan de leur ancien mentor. Je crois quand même que c'est aussi cette pluralité de liberté d'expression qui est connue, qui est contenue ou qui compose en tout cas le système politique de ces pays. Moi, je suis rassuré quand, au moins dans le lot, qu'il y ait quand même 1 ou 2 qui refusent de suivre celui qu'ils suivaient dans un passé récent, parce que peut-être qu'à un moment il y a des désaccords, il y a plus d'entente, il y a la façon de gérer les choses. Mais à la lisière du scrutin, ça ne vient jamais avant, ni 2-3 ans avant. C'est quand oui, c'est la période à un an. Oui, c'est la période. Le choix de la période aussi est quand même assez stratégique, puisque c'est une période où le peuple est appelé à porter sa voix sur un candidat, et donc ces anciens collaborateurs décident d'abandonner parce que ils ne sont peut-être pas satisfaits de la gestion qui est faite de ce que le président... Il devrait démissionner. Oui, mais s'il ne démissionne pas... Ça, c'est ça, le sens de la responsabilité. Lorsque vous n'êtes pas d'accord... Il y a des pressions politiques. Vous savez, même en France, je pense quand même qu'à la veille des élections, il y a eu des défections. C'est des calculs. Voilà, donc tout part sur la base des intérêts politiques qui font les calculs qui sont faits. Sur le cas de Katumbi, par exemple, je pense quand même que cette décision qu'il avait prise aussi a participé à sa popularité. On a vu un peu comment
les Congolais ont compris le choix de la décision qu'il avait prise, et cela a permis à Katumbi d'avoir les forces nécessaires pour pouvoir annoncer officiellement. Je crois qu'il était le premier même en politique congolais à avoir annoncé publiquement, dès 2017, janvier 2017. Voilà. Et donc, l'ensemble de la population congolaise aujourd'hui s'accorde sur la mauvaise gestion que Kabila a faite de la RDC. Beaucoup de Congolais veulent le voir partir. On n'a plus besoin de le démontrer. Et si dans l'équipe, dans l'ancienne équipe de Kabila, il y a quelqu'un qui peut porter les espoirs de ce peuple qui crie à la liberté, qui crie à son épanouissement total, eh bien, cette personne se trouve être Katumbi, qui a très tôt compris la nécessité de sortir du lot pour représenter en tout cas une nouvelle est-ce que ce n'est pas quand même de l'opportunisme? Est-ce que ce n'est pas aussi de l'opportunisme, une forte sorte de manipulation du peuple? On a été comptable d'un bilan, et puis à 6 mois, à 1 an, on se dit bon, on commence par diaboliser. Mais ça a marché dans d'autres pays en Afrique. Ça a marché, on a vu le cas du Burkina, vous en parlez tout à l'heure. Ça a marché au Burkina. Si les gens ont porté Kaboré au pouvoir aujourd'hui, c'est parce que le discours que tient Kaboré est différent du discours qu'il tenait lorsqu'il était collaborateur de Blaise Compaoré. Et quand vous écoutez il y a qu'en politique qu'on peut changer comme ça, radicalement. Vous savez, la politique, c'est un jeu qui fait jouer tous les pions, en tout cas. C'est-à-dire que vous faites des calculs, vous vous attendez à tout. Au dernier moment, vous pouvez changer les choses sur la base d'une seule décision que vous avez eu le courage de prendre. On a vu les cas dans certains pays. Comment pouvez-vous comprendre aujourd'hui qu'en Afrique, ça se passe comme ça? Parce que ça a permis à certains d'arriver au pouvoir. Quand ils étaient arrivés au pouvoir, malheureusement, l'espoir qu'ils avaient promis aux populations n'a pas été totalement réalisé. Et donc, après, la population a compris qu'elle a été manipulée. C'est en cela, je vous donne raison, parce que quelque part, les politiciens surfent aussi sur ce constat qui est fait. Alors aujourd'hui, est-ce que ça pourra porter? Tout partira de la réalité politique de chaque pays. Pour le cas de la RDC aujourd'hui, Kabila est très mal parti, même si c'est l'actuel Premier ministre congolais qui décide d'être candidat. Je pense que voilà une partie de la population congolaise. La question de fond, je voudrais réagir immédiatement. La question de fond que je voudrais poser sur le sujet, c'est que je fais la remarque en tout cas que lorsque les gens sortent subitement des rangs par opportunisme parce que ils pensent que c'est leur tour de prendre la tête de l'État, vous allez constater que très tôt, un an après, on constate qu'il y a encore du remue-ménage parce que les gens se rendent compte que ça ne change pas. Parce que ça ne change pas fondamentalement, parce que c'est à peu près les mêmes qui reprennent avec le système qu'ils ont connu, le système dans lequel ils ont été éduqués, le système qu'ils connaissent le mieux, parce qu'en Afrique, nous n'avons pas généralement une position très intellectuelle même de la conception du pouvoir, parce que nous gérons au jour le jour. C'est-à-dire qu'on on ne pose pas les questions de fond. Et vous allez constater quand même que lorsque le pouvoir change de mec comme ça, dans ces contextes comme ça, celui qui est arrivé 1 an plus tard, le peuple se rappelle que celui-là, il était avec celui-là qu'il voulait changer avant, et très rapidement, il y a encore manifestation, parce que fondamentalement, les choses ne changent pas, parce que ceux qui remplacent les présidents qui partent ne sont pas des gens qui viennent avec des idées nouvelles, des gens qui ont rompu totalement avec cette situation. Il y a aussi un constat qui est fait, c'est aussi le refus des présidents en exercice de porter leur choix sur un dauphin. Sur un dauphin qui pourra véritablement... Voilà. Vous avez vu ce qui s'est passé au Zimbabwe, où Mugabe a refusé carrément de choisir un dauphin. Dans d'autres pays, la même situation, la même réalité s'est fait connaître. Et donc, si dans l'entourage du chef de l'État au pouvoir, certaines compétences s'estiment assez viables pour pouvoir diriger le pays, eh bien, il décide, et curieusement, ces choix, ces grandes décisions politiques interviennent à quelques mois des élections présidentielles, et c'est ce qu'il faut aussi un peu le débat. Et c'est ce que nous appelons de l'opportunisme, et c'est ce que nous dénonçons, que cela, ça ne change pas les choses. On sait aussi que généralement en Afrique, les populations portent leur choix sur des victimes, c'est-à-dire des gens qui ont subi des choses de la part des pouvoirs. On a vu au Bénin Patrice Talon, parce que les populations disent qu'il a été un peu victime de Haïbodi, on l'a porté au pouvoir. Katumbi,
c'est pas un peu ce qu'on est en train de créer autour de sa personne? Non, ben vous savez, c'est normal parce que mais ça se passe même ici aussi au Togo. Lorsque quelqu'un quitte par exemple le camp d'en face et nous rejoint, on lui fait une bonne place. On l'utilise, c'est l'instrumentalisation même de la chose. Parce que l'ami de mon ami, s'il n'est pas mon ami, c'est un jeu comme ça. Parce que on a trouvé en la personne de Katumbi quelqu'un qui peut régler les comptes à Kabila. Parce que vous savez que la RDC cherche en vain un opposant crédible qui puisse porter le flambeau de l'opposition dans son ensemble, qui puisse constituer un challenger, quelqu'un qui peut lever le glaive contre Kabila. Ces gens-là, on ne les trouve pas. C'est finalement la religion catholique qui porte ce flambeau-là, et nous l'avons dénoncé. Moi, en tout cas, j'ai dénoncé cela ici, qu'il ne revient pas à cette religion-là de porter le flambeau de l'opposition, en ce sens que au sein même de cette chapelle-là, il y a plusieurs tendances politiques. Il y a les kabylistes et aussi les autres qui relèvent d'autres religions, que ce n'est pas à ceux-là de porter ce chapeau-là. Mais ici, il est clair que lorsque on cherche en vain un opposant qui puisse faire le face-à-face avec Kabila, et que finalement quelqu'un tombe comme ça du ciel et qui en plus a les moyens, a la possibilité, a le discours qu'il faut, parce qu'il faut se rappeler quand même que ces derniers temps, il a fait de la diplomatie, il a fait du lobbying, il a été au Botswana, il a été au Rwanda, il a été en Afrique du Sud, il allait, je crois, comme le dit, en Russie, etc. Il fait du lobbying parce que c'est quelqu'un qui sait que pour faire tomber Kabila, ce n'est pas seulement à l'intérieur de la RDC qu'il faut faire la chose, mais il faut mobiliser la communauté internationale et surtout la communauté régionale. Et je ne vous l'apprends pas que le président, le nouvellement élu en ce 2018-là, botswanais, avait déjà dit à Kabila qu'il ne pouvait plus se présenter, que de faire tout pour ne plus se présenter, et en plus d'organiser le scrutin dans le délai imparti. En plus, ce président-là était allé voir le président angolais nouvellement élu aussi, qui a une autre conception, une autre perception du pouvoir, et qui a sommé Kabila de tout faire pour que les élections aient lieu, et que de ne pas faire en sorte que ça dégénère pour atteindre les pays limitrophes, parce que la RDC a quand même 7 pays limitrophes, vous voyez, et c'est même chose pour Kagame, qui a levé la voix pour dire que il faut que ça se passe très bien, la paix. Il n'est pas un bel exemple. Ah oui, il dit que si ça se met chez lui, il n'y a pas cette tension-là, les tueries tous les jours, il n'y a pas. Vous savez qu'en 2016, si on n'a pas pu organiser les élections en RDC, c'est parce qu'il y a de l'instabilité. C'est pareil en 2017 et en 2018. Cette fois, on se demande si les élections vont avoir lieu, parce que partout ailleurs dans le pays, il y a de l'instabilité partout. David Jagbavi, j'avais déjà posé cette question à ceux qui étaient là hier. Si on s'en prend autant à Moïse Katumbi, est-ce que ça signifie par exemple que Félix Tshisekedi ne représente pas un grand danger pour le pouvoir congolais? Félix n'est pas cet homme politique qui pourra véritablement porter l'espérance de la population congolaise. Son papa, oui. Mais le fils, non. Pourquoi? Parce que on a déjà vu les bourbes qu'il a commises au décès de son papa, en s'autoproclamant président de la formation politique et en prenant certaines décisions sans consulter la base et tout. Et Félix Tshisekedi se retrouve aujourd'hui dans le prolongement de la lutte que son père avait incarnée. À la différence que c'était la lutte incarnée par son père, pas par le jeu, pas par le fils. Ça, c'est en deux. Dans le giron politique congolais aujourd'hui, beaucoup d'opposants sont prêts à dire que Félix Tshisekedi n'est pas ce visage qui pourrait incarner la force politique de l'opposition congolaise. Parce que c'est un combat qui a débuté depuis très longtemps sous Mobutu. Après, c'est Kabila père et Kabila fils. Et pendant ce temps, Félix était peut-être encore au biberon, où il n'avait pas encore les coudées assez fortes pour cela. Et donc, beaucoup d'opposants congolais aujourd'hui disent que Félix ne peut pas incarner cette lutte-là. Et donc, c'est leur tour
aujourd'hui de pouvoir véritablement continuer cette bataille, ce combat qu'ils avaient débuté ensemble. Et c'est en cela que vous avez vu les appétits qui sont aiguisés. Jean-Pierre Bemba aujourd'hui est libéré, il va rentrer au pays, à moins qu'il y ait des dossiers judiciaires qu'on lui colle après, il va rentrer au pays et certainement qu'il va aussi se présenter à cette élection. On a vu un peu ce que Moïse Katumbi a fait depuis le début de cette lutte, avec le décès du vieux Tshisekedi, et après tout le travail politique qu'il a battu dans la sous-région de l'Afrique australe de l'autre côté. On a vu aussi un peu le travail qui est fait par les autres opposants. Et donc aujourd'hui, Félix Tshisekedi, moi je le dis toujours, hein, s'il veut véritablement libérer la RDC de Kabila, il faut qu'il comprenne que le moment n'est pas encore arrivé pour lui de prendre le pouvoir. Il faut qu'il mette ses compétences à la disposition de l'ensemble de la classe politique de l'opposition congolaise, à la seule condition que cette classe politique arrive à choisir un candidat qui puisse véritablement affronter le candidat du parti au pouvoir. C'est la même lecture que vous avez, Chris? Il faut le dire, il a une lecture absolument intéressante de la chose, parce qu'il faut dire que Félix Tshisekedi, c'est un peu un fils à papa. Le lit était tout fait, il n'avait qu'à se coucher, et c'est ce qu'il veut faire, parce que il n'a pas fait son cocon, il n'a pas cette carapace-là, et que son père s'était construite. Maintenant, le lit est tout douillet, il se couchait, mais seulement Tshisekedi n'a pas la poigne, ce n'est pas un leader charismatique. Ça se sent. Combien de meetings a pu organiser, par exemple, depuis 2016, depuis la mort de son père? Il n'a pas pu faire grand-chose parce que les luttes intestinales au niveau de son parti, même il n'a pas pu les juguler de telle façon qu'il y a eu dissidence, etc., ce qui a affaibli le parti. Donc, il est clair qu'il n'est pas charismatique. Et puis aujourd'hui, ceux qui se dégagent, que ce sont des gens qui sont des poids lourds. Et ici, on l'avait dit un peu que c'est parce que Jean-Pierre Bemba était arrêté entre-temps que les forces s'étaient dispersées au nord de la RDC. Il y avait un certain nombre, près de 110 à 80 chefs de guerre qui avaient autant des groupes armés et qui sillonnaient le nord. Que maintenant, moi je me demande que si Bemba n'est pas libéré à dessein, parce que celui qui peut faire peur, vraiment peur à Kabila aujourd'hui, c'est bien Bemba. Et s'il ne l'autorise pas à rentrer au pays, il se peut qu'il entre de son propre gré en passant par le nord. Parce que c'est quelqu'un qui a une maîtrise d'une grande partie du nord et du sud même de la RDC, qui a des gens qu'il faut pour l'accueillir et mobiliser les populations. C'est ce danger-là. Et je crois que Bemba qui est libéré, c'est un grand danger pour Kabila, parce que celui qui peut lui opposer une force aussi bien politique qu'armée à l'intérieur même de la RDC, c'est bien Bemba, et non celui-là Katumbi qu'il veut empêcher de rencontrer, parce que Katumbi n'a jamais été un chef de guerre, mais on sait que Bemba était toujours un chef de guerre. C'est quelqu'un qui peut faire aussi des gueules politiques que de faire des coups de feu contre le régime en place. D'accord. Second sujet de cette émission, le Mali. Mamadou Gassama, on se rappelle ce nom, reçu à Bamako en héros. C'est le jeune Malien qui a sauvé un enfant en escaladant la façade d'un immeuble à Paris. Il a été reçu ce lundi à Bamako par le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui l'a félicité au moment où le courage de tous était interpellé, mais où un seul peut faire la décision. Tu as fait la décision, de ça nous sommes très fiers. C'est la déclaration du président qui a poursuivi en disant: il y a une habitude culturelle chez nous, quand on veut célébrer quelqu'un, dire son patronyme avec force et le répéter. Et il a crié Gassama, David Jagbavi. On a l'impression aujourd'hui que Mamadou Gassama est devenu une bête de foire que tout le monde exhibe, montre, pour montrer que les Africains, vraiment, c'est le courage, c'est comme ça qu'ils sont. C'est l'histoire d'un jeune qui n'était pas connu au départ. Mais là, pas du tout. Qui était dans une situation irrégulière à Paris, d'après les informations, et qui, du jour au lendemain, se retrouve au devant de la scène, reçu par le président français, reçu par la maire de Paris, et d'un seul coup, son nom est devenu viral sur les réseaux sociaux. C'est un peu une très belle histoire
qu'on continuera de raconter de toutes les façons pendant un peu très longtemps. Et tout le monde veut s'accaparer cette image-là, parce que Gassama aujourd'hui reflète le type d'Africain que nous avons toujours voulu avoir, c'est-à-dire cet Africain fort, courageux, assez téméraire, qui est prêt à affronter le danger, pas pour se sauver, mais pour aller sauver la vie d'une citoyenne française. C'est quand même assez extraordinaire, et je crois aujourd'hui que ce garçon a réussi à rentrer dans l'histoire du monde à travers cette force et ce courage qu'il a su manifester en décidant subitement sur un coup de tête d'escalader 4 étages. 4 étages, c'est quand même assez haut, juste pour aller sauver une petite fille qui pouvait mourir d'une seconde à une autre. Et cela a touché le cœur sensible de beaucoup de personnes. Cela a fait la fierté de beaucoup d'Africains. Cela a rendu aussi cet espoir qu'incarnent ces Africains qui, aujourd'hui, ont réussi à donner une leçon à la France en disant nous sommes chez vous, nous sommes en situation irrégulière, mais nous avons réussi à pouvoir sauver la vie des Français. Ce n'était pas la première histoire, ce n'était pas la seule histoire. Je me rappelle aussi, lorsqu'il y avait eu les attentats à Paris, au supermarché Karcher, il y a un Africain qui, grâce à son téléphone portable, a réussi à donner des informations à la police française, qui est arrivé sur les lieux et qui a pu neutraliser les assaillants. Il y en avait eu même un qui a caché quatre juifs dans une chambre froide, et qui les a fait qu'ils ont survécu, ils n'ont pas pu être pris en otage par... Et donc, Gassama aujourd'hui, son arrivée à Bamako, c'est ce que tout le monde attendait depuis très longtemps. Parce que ça ne sert à rien qu'on lui déroule le tapis rouge en France, à travers le monde, et que dans son propre pays, qu'on ne lui réserve pas cet accueil-là. Alors son arrivée à Bamako a permis aux gens de le voir, de le connaître et de manifester leur fierté, parce que au-delà de tout, c'est un enfant malien qui est aujourd'hui devenu un héros, qui est célébré à travers le monde. Chris Sega, c'est vrai que David s'en réjouit, mais est-ce qu'il faut s'en réjouir? Gassama n'a pas quitté le continent avec plaisir, il est parti, aujourd'hui il est héros, tout le monde le félicite, mais qu'est-ce qu'il a fait partir? C'est parce que ça ne va pas chez lui, il revient en héros. Il y a beaucoup d'Africains en France, en Occident, en situation irrégulière, qui ne cherchent que le mieux-être en fuyant le continent. Absolument, parce que moi, l'histoire là ne m'enchante pas en tant que telle, en ce sens que, j'aurais bien aimé que ce soit tout simplement l'histoire d'un homme. D'un homme tout simplement qui a sauvé un autre, un bébé, que de dire que c'est l'histoire d'un Africain, d'un noir qui est sans papier, etc., etc. Comme quoi, on voudrait nous dire que dans les sans-papiers, on peut avoir un ou deux qui sont bons. Mais moi, c'est un peu cela qui me gêne. Parce que Gassama, c'est un homme, c'est un jeune courageux. C'est tout simplement un homme courageux. Ce n'est pas parce qu'il est africain ou bien parce qu'il a traîné sa bosse, il a bravé les océans, etc., etc. Et puis du coup, il est dans la lumière ou dans le feu de projecteurs, etc. Et on se dit que c'est toujours dans des situations comme ça qu'on parle d'un Africain, pas même d'un Malien, mais d'un Africain, comme si l'Afrique était un pays. Un pays. Et quel est ce bazar-là qu'on organise autour de la chose? Mais il a fallu qu'il soit reçu d'abord à l'Élysée, ensuite il est passé à la mairie, à l'ambassade, ensuite c'est Radio France Internationale, après immédiatement il descend sur Bamako, etc. Mais ce qui se joue là, je me dis que qu'est-ce qu'on est en train de nous vendre? On est en train de nous vendre Africains courageux parmi tous ceux-là qui sont sur la route de l'exil. On ne compte pas ceux qui périssent dans la mer. Avant, on nous emmenait de l'autre côté de l'Atlantique parce que on nous attrapait de force. Aujourd'hui, nous-mêmes, on se porte candidat, on ne veut pas qu'on y aille. Et une fois, on ne nous juge pas, on nous a jamais présenté un Africain qui a fait telle étude ici en Afrique et qu'on a jugé
en France et accueillis en France et à qui on a permis de faire par exemple des études, etc. Il a fallu que Gassama, parce qu'il est bien musclé, hein, le gars, il faut le voir, a fait cet acte-là pour qu'on dise que c'est un héros. Héros dans quel sens? C'est avec le cœur qu'il a parlé. C'est avec le cœur tout simplement. Mais maintenant, il faut que cela donne plutôt une leçon à ceux qui ne veulent pas que les Africains viennent se faire chez eux. Et ceux qui croient que les Africains, c'est du n'importe quoi. On ne peut pas recevoir tous les déchets du monde, comme Sarkozy l'avait dit, etc. C'est l'histoire d'un homme, mais ce n'est pas l'histoire de l'Afrique. Encore moins l'histoire l'histoire du Mali, encore moins l'histoire de l'Afrique. Moi, ce n'est pas à ce niveau-là que je voudrais lire, à cela que je voudrais lire la relation entre la France et l'Afrique. Mais la France peut faire mieux, mais il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des gens, des simples d'esprit qui consomment des actes comme ça pour dire que ça sert sa politique, bien entendu, mais c'est un acte qui me fait un peu, qui me chahute particulièrement parce que on se dit qu'il est fort, il a sauvé un Français, etc. Il faut lui donner du papier. D'accord. Oui. Non, moi, je suis un peu en déphasage avec la position. Enfin, c'est votre position, je vous la respecte. Hein. Mais je pense quand même qu'il faut lever une équivoque. Hein. Gassama, aujourd'hui, n'a pas demandé tout ce qu'on lui a donné. Je crois que même l'endroit où il s'est retrouvé était peut-être le fruit du hasard. Il disait qu'il était le passage. Voilà. Moi, c'est le tintamarre que je dénonce. Il a écouté son cœur, comme vous l'avez dit. Il a écouté son cœur. Il est allé sauver la vie d'une petite fille. En retour, il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. S'il est parti en France, c'est pour aller se chercher. Voilà que pendant assez longtemps qu'il a séjourné en France, il ne se retrouve pas parce qu'il n'avait pas de boulot. Il était chômeur, il se promène un peu partout. Et voilà que du jour au lendemain, à travers cet acte de bravoure, on lui donne le papier qui peut lui ouvrir les portes du bonheur. Mais je crois quand même qu'il faut saluer cela. Maintenant, si la France a décidé de rendre hommage à cet homme, je pense quand même que c'est un respect que ce pays a voulu manifester envers cet homme. Combien de Français ont reçu ces différentes médailles qui lui ont été décernées? Combien de Français ont été reçus par le président, l'actuel président français, pour des actes de bravoure qu'ils ont eu à manifester? Le colonel, le gendarme qui a voulu sauver la vie d'un citoyen français et qui s'est fait tuer par un djihadiste. On a vu. En fait, c'est dans l'histoire politique de la France de rendre hommage à ces héros. Et la France a décidé de mettre dans la liste de ces héros Mamadou Gassama. Elle l'a fait en lui promettant une vie meilleure, en lui promettant un avenir serein. Et c'est ce que moi, je voudrais que la France continue de faire. D'accord. Bon, moi je le comprends. Secondes, ouais, d'accord. Moi je le comprends parce que je me dis que c'est le tintamarre qui est fait autour de la chose. C'est comme on tape de la casserole pour dire que voilà, il y a un Africain, il y a un bon Africain enfin qui a sauvé, parce qu'il a sauvé un Français. On peut lui donner tout cela, mais c'est toute la communication qui est autour de la chose sur RFI, etc. Mais moi c'est ce que je fais. On va marquer maintenant la grande pause et après on regarde le journal. Et on revient après en seconde partie. Hey.